regarder. C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous et je suis vraiment heureuse d'être accompagnée de Dr Boutrin. Marie-Claire Boutrin sera avec moi et elle va pouvoir répondre à nos questions sur la santé. Alors, je suis reconnaissante que tu sois avec nous. Merci. C'est vraiment un plaisir. Et j'ai hâte que tu nous en dises plus sur le programme. Je sais que nous allons parler de la santé, je sais que nous allons parler de jeûne. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, merci de m'avoir, Indy. Ça fait un plaisir d'être là. Le programme, aujourd'hui, on va parler de la santé des jeunes. Alors, on parle de beaucoup de la santé des vieux, de la santé de ceux qui sont moins jeunes. Mais aujourd'hui, on va un petit peu parler plus de la santé des jeunes, des différences qu'on a par rapport à la santé des jeunes, parce que c'est pas pareil hein, entre les enfants, les jeunes, les plus âgés et ceux qui sont un petit peu encore plus âgés. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir sur le plateau. C'est vraiment un plaisir pour nous. Donc, je sais que nous allons commencer par la première question, qui est comment des jeunes, même en faisant attention à leur santé, peuvent être malades? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, juste pour pouvoir un petit peu te donner un petit peu le contexte de la santé des jeunes, alors, à l'échelle mondiale, déjà, il y a beaucoup de jeunes, à peu près 4500 jeunes par jour qui meurent. Bon, c'est dû à différentes causes. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que font les jeunes qui puissent contribuer à leur mort, à leur décès? Bien, il y a des traumatismes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment conduire à la vitesse. Bien, des fois, ils meurent. C'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi, d'autres qui vont essayer de nager un petit peu plus loin qu'il faut, donc ils se noient. Donc ça aussi, c'est un problème. Et puis, bon, il y a aussi les effets des pays où ils sont. Bon, des fois, dans des pays à la guerre, il y a aussi des conditions qui sont un petit peu plus difficiles au niveau de la vie, de l'eau potable, des dangers au niveau de la pollution, quand les jeunes doivent aller en guerre, par exemple. Donc, ces influences, ces facteurs économiques, sociaux, ça va aussi définir la longévité ou alors les causes de décès des jeunes. Mais à part les décès, il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants. Au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, est-ce qu'il y a des substances psychoactives qui sont aussi ingérées. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont aussi contribuer à la santé des jeunes. À l'échelle française, parce que bon, oui, c'est ce qui nous importe. Nous sommes français. Donc, à l'échelle française, les choses sont un petit peu plus différentes. Bon, quand on demande aux jeunes en général, je crois qu'il y avait eu un questionnaire qui avait été, enfin une étude nationale qui avait été faite en 2021 et les chiffres avaient révélé qu'il y a, en majorité, 75% des jeunes, ils pensent qu'ils sont en très bonne santé. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que des fois, ils ne réalisent pas vraiment ce qui se passe. Donc, des fois, ils ont aussi des problèmes au niveau de la couverture médicale, c'est-à-dire, en France, on a la sécurité sociale, il y a aussi les mutuelles. Mais j'ai une question, donc ça veut dire que pour pouvoir justement faire attention à sa santé, il faut qu'on aille au médecin souvent. Tu as raison. Combien de fois par an à peu près? Combien de fois par an? Bon, je dirais au moins une fois par an. D'accord. Au moins une fois par an parce qu'il faut faire l'examen annuel pour s'assurer que tout va bien. Donc, en général, les jeunes doivent aller voir le médecin. Bon, le médecin va faire un examen physique, un petit peu voir, écouter le cœur, les poumons, aussi faire des tests sanguins, juste pour savoir si les résultats sont normaux. Et puis, c'est un petit peu juste pour pouvoir vérifier que tout se passe bien. Maintenant, s'il y a... si on sait qu'il y a aussi un problème au niveau médical, par exemple, ma mère est malade, mon père est malade, donc il y a, comme on dit, des antécédents familiaux. Bon, il faudra quand même faire attention. D'accord. Surtout donc là, ce sera plus d'une fois par an. Oui, ça sera plus d'une fois par an. D'accord. Oui, voilà. Donc, examens médicaux. Voilà, c'est important. Mais là, on touche un problème qui est très, qui est très important. Parce que si on doit faire un examen
médicale chaque an et que certains jeunes n'ont pas cette possibilité, eh bien ça aussi, ça va être un facteur qui va aussi influencer la santé chez le jeune. Les jeunes qui sont par exemple dans des familles qui n'ont pas la possibilité d'aller au médecin régulièrement. Voilà, qui sont dépourvus, qui n'ont pas la couverture sociale ou alors médicale, pas de mutuelle. Donc, ça peut causer un problème aussi. Et en effet, l'étude nationale en France en 2021 a montré que les enfants, les adolescents qui issus d'un cadre familial d'ouvriers, par exemple, ils ont des pourcentages moins élevés au niveau de la bonne santé médicale. Par exemple, au niveau des caries dentaires, c'est quelque chose qui est très banal. On pense, bah oui, j'ai des caries ou alors je n'ai pas. Eh bien, je sais qu'au niveau des adolescents qui sont issus des familles d'ouvriers, 59% avaient des caries, en fait, qui ont été soignés comparés aux adolescents qui viennent des familles de cadres qui ont eu au moins 79% des caries qui ont été traitées. Donc, ça fait au moins 20%. Donc, il y a un décalage entre les deux. 20% de différence. Donc, si mes parents sont cadres, j'ai un meilleur traitement dentaire. Si mes parents, si mes parents sont ouvriers, eh bien, je ne vais pas voir le dentiste aussi souvent ou alors mes caries ne vont pas être traitées aussi efficacement. D'accord. Donc, la classe sociale influence la santé. D'accord. Voilà. Donc, la sociale, aussi au niveau du poids. Au niveau du poids. Le niveau du poids. Donc, le poids est relié à quoi? À la santé. À la santé. Aux problèmes cardiaques. Voilà. Et puis aussi à l'alimentation. Oui. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, étudiante à Paris, j'aimais aller au McDo, au Burger King, tout ça. Bon, c'est bien. Les pâtisseries sont bonnes. Ah, les pâtisseries sont très bonnes. Voilà, très bonnes. Mais, comme on dit, il faut faire avec modération parce que le poids aussi joue un rôle et l'étude nationale en France a montré qu'il y a quand même une augmentation au niveau de l'obésité chez les jeunes. Et quand on a du surpoids, quand on est jeune, ça va aussi être un facteur important qui va prédire la longévité au niveau des adultes, la qualité de vie, la santé. Si déjà jeune, on a des problèmes à ce niveau-là, ça va être un problème plus tard. D'accord. Donc, mais justement, tu me dis ça et je sens de réfléchir, je me dis, mais même si, imaginons, je mange au McDo tous les mercredis. Oui. Même si je fais ça, étant donné que je suis jeune, mon corps, il se régénère. Donc, le problème ne peut pas se régler tout seul, en quelque part, au fil du temps. Est-ce que ça importe vraiment de faire attention à son alimentation, à manger correctement? Parce que peut-être sur le coup, je serai obèse, peut-être pendant 1-2 années. On peut dire ça. Et après ça, est-ce qu'après ça, mon corps va pouvoir se libérer de ce gras et pouvoir être en bonne santé? Alors là, la libération du gras, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire ça, qui va se faire tout seul. Alors, au niveau du poids, alors ce qu'on a dans le corps s'appelle le tissu adipeux. Donc, c'est comme des réserves de graisse. D'accord. Et bon, alors au niveau du métabolisme, alors moi par exemple, on ne dirait pas, hein, mais j'aime manger. Ah bon? Mais ça ne se voit pas parce que... moi aussi. Mais ça ne se voit pas parce que je pense dans ma famille qu'on a un métabolisme qui est assez élevé. Donc même si je mange, bon, je ne veux pas manger de l'huile, voilà, des trucs gras, beaucoup tous les jours. Mais quand je mange, mon corps a tendance à dégrader tout très rapidement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens qui ont un métabolisme qui est beaucoup plus lent. Donc, ils vont manger et l'excès de nutriments qu'ils apportent au niveau du corps, ça va être stocké. C'est-à-dire que ceux qui n'utilisent pas, les cellules, l'excès de nutriments que les cellules ne vont pas utiliser immédiatement, ça va être stocké en tant que graisse. D'accord. Et à quoi ça va servir quand ce sera stocké?
Eh bien, ça sert, bon, si on est en hiver, il fait froid, D'accord. ça va être un petit peu, ça va garder un petit peu la chaleur à terre. Ça va être, donc c'est voilà, utile. c'est utile. Si, bon, avoir de la graisse, c'est pas ça le problème, mais c'est trop, c'est l'excès. C'est l'excès. C'est l'excès d'une bonne chose. Donc peut-être pas tous les mercredis le McDo, peut-être plutôt 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, c'est plus qu'une fois par semaine. D'accord, donc tu recommandes 1 fois par semaine. Ah, je ne vais pas recommander de manger au McDo. Je vais simplement dire que selon... chaque personne doit un petit peu savoir quel genre de métabolisme. Voilà. Et je sais que mon métabolisme est rapide, donc je sais que peut-être que je peux m'autoriser quelques petites choses. Mais si je sais que mon corps a une tendance à garder les nutriments, et que je peux mettre un petit peu plus de poids plus rapidement que certaines personnes, bon, je sais quand même qu'il faut que je fasse, qu'il faudrait faire attention. D'accord. Voilà. Mais je veux rappeler que avoir de la graisse, ce n'est pas... on ne va pas non plus avoir la peau sur les os, comme on dit en français. Mais oui. Mais quand même, avoir un petit peu de graisse, c'est essentiel. Dans le corps, il y a la graisse au niveau scientifique, un nom, c'est les lipides. Les lipides, c'est quand même très important. Les cellules, on a beaucoup de cellules dans le cerveau, la membrane des cellules, tout ça, ça contient des lipides. Le cholestérol par lui-même, il n'est pas mauvais. C'est le type de cholestérol et le taux de cholestérol qu'on a dans le sang. Parce que tout ça, c'est important au niveau fonctionnel, au niveau des cellules. Mais c'est l'excès. C'est ça le problème. Donc je ne veux pas dire de ne pas manger d'huile ou de trucs. Non, ça me rassure. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'excès. Voilà, c'est l'excès. Donc, voilà, il faut faire attention. Et surtout le type de graisse. OK. Surtout si ce sont si c'est... du saumon, par exemple? Saumon, c'est une bonne graisse. D'accord. Voilà, c'est bon. Si c'est plutôt des steaks hachés? Steak haché, bon, ça dépend si c'est un steak gras ou alors si c'est un steak qui a plus de muscles que de graisse. Okay. Mais bon, l'excès, je crois, au niveau nutritionnel, l'excès en viande, genre bœuf, viande rouge, bon, si on mange trop, ça peut élever le risque de cancer du côlon. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger un morceau de steak de temps en temps, non. Non, je ne dis pas ça. Surtout si la personne veut avoir une alimentation qui soit équilibrée et que la personne ne sait pas trop comment agencer. Je sais qu'il y a aussi les dynamiques entre être végétarien, être non végétarien. Donc, oui, c'est un grand débat. Voilà, c'est un grand débat. Donc, l'essentiel, c'est de maintenir un régime alimentaire qui soit équilibré. Donc, si je ne sais pas comment agencer l'apport nutritionnel quand je veux devenir végétarienne, par exemple, bon, avant de faire ça, je ne veux pas non plus me mettre dans un état où je suis en déficience, où je suis... En déficit, en déficit. Donc je vais pas dire que je vais arrêter de manger ce qui peut m'apporter ce qu'il me faut pour mon corps. Et puis à ce moment-là, j'ai une carence. Mais oui. Donc, tout c'est un équilibre au niveau alimentaire. Donc, parce que moi, en tant que jeune, je me dis, si, imaginons, je suis plutôt dans une famille qui est végétarienne. Oui. Et donc, à la maison, c'est beaucoup de végétaux. Quand je sors, je ne suis pas trop habituée à manger de la viande, donc je n'en mange pas trop. Là, imaginons que je parte faire mes études, ayant ces habitudes alimentaires de végétarienne et tout ça. Il faut que je prenne le temps de cuisiner et de faire attention à bien mesurer, comme le faisaient mes parents, pour pouvoir me dire, OK, donc mon niveau de protéines, de lipides, tout ça, tout est bien, comment dire, régulé. Il faut que je régule tout ça. C'est bien ça. Voilà. Parce que même en étant végétarienne, je sais que je peux être obèse parce que j'ai trop de graisse, par exemple. Oui, ah oui. Ça ne règle pas tout. Non. Je ne peux pas être végétarienne et manger parce qu'il y a des produits qui sont végétariens qui ont une grande teneur en sel et en graisse. D'accord.
Et si c'est la mauvaise graisse, eh ben, ça peut être un problème aussi. OK. Non, alors maintenant, en tant que jeune, l'avantage des jeunes, c'est que le corps est assez vivace, donc ça peut, comment dire ça, accumuler beaucoup de, comment on dit, de coups, c'est-à-dire au lieu de, par exemple, les personnes qui sont plus âgées, si elles mangent beaucoup de mauvaise graisse, plus souvent, enfin, je veux dire, au même rythme que les jeunes, les effets négatifs se manifesteront beaucoup plus rapidement que chez le jeune. Le jeune, le corps donc, nous, est beaucoup... on est un peu mieux. On peut se permettre des écarts. Oui. D'accord. Oui, on peut se permettre des écarts parce que les cellules sont plus vivaces, elles peuvent faire réparer comment dire ça, les effets négatifs plus rapidement. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais est-ce que ça... Mais en même temps, il faut prendre conscience que la santé que l'on a quand on est jeune, que c'est une préparation pour la santé adulte. Donc, si j'ai une très bonne santé en tant que jeune, c'est, comme on dit, c'est une bonne fondation. Une bonne base. Voilà, une bonne base pour pouvoir assurer une meilleure santé plus tard. Maintenant, si je fais les 400 coups quand je suis jeune, et ben, à un moment, comme on dit, mon corps va le ressentir. Il pourra plus, comment dire, réparer tous les effets négatifs aussi rapidement. Okay. Donc voilà. D'accord. Donc, est-ce que maintenant tu peux nous en dire plus sur tout ce qui est les causes de décès en matière de français au niveau, comment dire, de comportement dangereux des jeunes? Tu nous as parlé de la conduite, mais est-ce qu'il n'y a que la conduite ou les actes comme aller nager plus loin que là où on est autorisé? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut nous causer quand même beaucoup de tort, voire la mort instantanée? Oui, alors, à part les traumatismes, genre accident, noyade, tout ça, la deuxième cause plus élevée chez les jeunes, c'est le suicide. Le suicide. Alors là, on touche aux maladies un petit peu, enfin, la santé mentale. Et les chiffres au niveau du suicide ont beaucoup augmenté, surtout après la crise sanitaire. Alors après la crise due au Covid, il y a eu beaucoup de conséquences au niveau de la santé mentale. Et maintenant, les jeunes, ils sont plus sensibles au niveau de la santé mentale. Après la crise sanitaire, il y a eu une augmentation des symptômes dépressifs. Je crois qu'avant, ce n'était pas aussi important, mais maintenant, je crois près d'un quart de la population des jeunes, je crois que c'est 22%, ils ont un symptôme, alors, comment dire, une maladie, enfin, c'est pas une maladie, mais un syndrome, genre syndrome dépressif. Un petit peu moins au niveau des jeunes qui ont 2 syndromes dépressifs et un petit peu moins au niveau de ceux qui ont 3. Donc les jeunes peuvent avoir au moins 1, et ça peut aller jusqu'à 3 ou alors même des fois plus. Donc le problème... C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup déjà avec 1, c'est déjà assez difficile à traiter. Surtout les jeunes, au niveau de la santé mentale, il y a quand même un élément de stigma, c'est-à-dire qu'il y a une honte, pour un jeune, pour accepter et dire oui, j'ai un problème au niveau de la santé mentale, je suis sujet à être dépressif, je me sens pas bien, je ne veux pas sortir, j'ai des pensées qui sont suicidaires. Ça, quand même, c'est déjà beaucoup à accepter, à dire, à partager. Donc, déjà, pour pouvoir gérer avoir un symptôme ou plus, enfin, un syndrome dépressif, c'est quand même déjà beaucoup. Donc, les suicides sont surtout dus à ce genre de situation. Donc, enfin, en tant que jeune, moi, je recommande, il ne faut pas avoir honte. Il faut en parler. Il faut en parler. Mais comment en parler?
eh ben, il faut déjà, déjà, la première étape, c'est réaliser. Parce que bon, on se connaît, on se dit, bon, d'habitude, je suis quand même joyeuse, j'aime prendre les blagues. Et puis, de réaliser que, oh, je ne me sens pas comme d'habitude. Et ce n'est pas seulement un épisode temporaire, c'est quand même, je ressens que ça se répète plus d'une fois par semaine, des fois peut-être 2 fois par semaine. Donc, il faut quand même réaliser, OK, il y a un problème. D'accord. La deuxième étape, c'est OK, à qui parler? Donc il y a des psychothérapeutes, on peut aller parler, des psychologues qui peuvent aussi aider. Donc, on peut avoir des rendez-vous juste pour dire, voilà, je suis jeune et voilà ce qui se passe dans ma tête. Okay. Et des fois, c'est pas quelque chose de vraiment... à l'origine, ce n'est pas un gros problème. Si on en parle dès le début. Maintenant, si ça reste, et puis qu'on reste, comme on dit... Là, ça peut s'aggraver. Voilà. C'est comme un trou qui s'élargit jusqu'à ce qu'on perd pied. Et puis après, là, c'est là où les pensées, au niveau du suicide, que ça peut vraiment devenir un problème. Et donc, est-ce que... Quand on a ces pensées, est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut encore agir? Est-ce que, deuxième question, ça fait déjà une, et est-ce que quand on voit qu'il y a une personne dans notre entourage qui commence à être un peu vraiment distante, on se dit, il y a clairement un problème. Est-ce que là, on a une façon particulière d'agir? Est-ce qu'on doit la mettre tout de suite dans un environnement, je ne sais pas, peut-être séparé des autres? Est-ce qu'on doit la mettre à l'écart ou est-ce qu'on doit l'inclure? Comment on doit réagir avec elle? OK, donc la première question, il faut alors quand on a les pensées, il n'est pas trop tard. D'accord. Mais il ne faut pas tarder non plus. D'accord. Il ne faut pas tarder non plus. Il faudrait déjà commencer à parler avec quelqu'un. Et à quelqu'un, je ne dis pas de parler avec n'importe qui, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut un petit peu comprendre ce genre de situation. Ça dépend du contexte économique, du contexte culturel. Si la culture n'est vraiment pas très positive au niveau de la santé mentale, s'il y a toujours des stigmates, des préjugés, il ne faudrait surtout pas envenimer les choses et rendre le jeune plus un petit peu mal dans sa peau. Donc, il serait dans ces cas-là meilleur de parler avec quelqu'un, un professionnel. D'accord. Un psychologue ou quelqu'un qui comprend un petit peu ce genre de situation. Donc, il nous faut aller chercher de l'aide. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Et des gens qui sont quand même, qui comprennent, qui ont les diplômes, les études, qui savent un petit peu comment engager ce genre de situation. Voilà. Pour la deuxième question, les mettre à l'écart, ça dépend des interactions des personnes avec lesquelles elles vont être engagées. Donc, si c'est quelqu'un qui va comprendre un petit peu ce qui se passe, mettre à l'écart, non, parce qu'on ne veut pas les isoler non plus, parce que déjà naturellement, leur état dépressif les pousse à être isolés. D'accord. Et on ne veut pas, justement, on ne veut pas qu'ils restent isolés, on veut un petit peu diminuer ce sentiment d'isolement, de ne pas être bienvenu, d'être un petit peu rejeté, d'être à l'écart. Donc, on veut un petit peu être plus inclusif. Oui. Voilà. Donc, mais ça dépend des gens, parce qu'on ne peut pas non plus les mettre, les mettre dans des environnements qui vont envenimer les choses, qui vont un petit peu aggraver le ressentiment déjà qui est un petit peu négatif. D'accord. J'ai répondu à tes questions? Oui. OK. Tout à fait. Donc, j'ai une dernière question. Donc, ma dernière question, ce serait à quoi ressemble concrètement le symptôme dépressif? Donc, tu as dit ils seront peut-être plus à l'écart. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ils vont être à l'écart. Ce sont des personnes qui vont, d'habitude, elles vont sortir, elles vont aller faire des courses, elles vont voir les copains, les copines, ils vont être sur
Ils vont le jouer aux jeux téléphone, vidéo. voilà, Oui. vidéo, tout ça. Donc, on voit quand même qu'il y a un niveau d'interaction, de communication. Au niveau dépressif, ils vont un petit peu plus se retirer. Donc, ils vont un petit peu arrêter de parler avec les copains, les copines. Et peut-être plus être à l'écart, avoir un petit peu au niveau de leur comportement. On sent qu'ils vont un petit peu plus se retirer, l'isolement. Au lieu de sortir, faire les courses, ils vont peut-être commander, faire les courses, venir. Yeah. Je ne sais pas s'ils font ça comme en France, tout ça. Je Les vois courses, de quoi tu voilà. parles, que juste aller récupérer les courses, Voilà. ne pas sortir, aller dans les magasins. Exactement. Donc, les interactions sociales vont totalement diminuer. OK. Ils vont rester plus longtemps au lit, OK. sous les couvertures, dans le noir. Au niveau alimentaire, ils vont manger moins, ils ne vont pas vouloir cuisiner, ils ne vont pas vouloir... Généralement, le sens de faire des choses, d'être engagé dans certaines choses, ce ressentiment-là va totalement diminuer. D'accord. OK. Ils vont parler beaucoup plus négativement aussi. Je dis, ah oui, moi j'ai assez de telles choses, je ne me sens pas bien. Ah oui, pourquoi tant de choses négatives? Ah oui, je me sens un petit peu plus, comment dire, sensible à certaines choses, j'ai envie de pleurer, Voilà, c'est vraiment un sentiment négatif en général, de mal-être. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, il faut qu'on fasse attention quand, dans notre entourage, on voit quelqu'un qui commence à, on va dire, perdre son éclat un peu, Voilà. qui commence à faire moins de blagues, à moins s'interagir avec nous, à être juste moins elle-même. D'accord. Mais il y a aussi des gens qui sont, comme on dit, ils ont une dépression qui est performante. C'est-à-dire que certains, ils cachent très bien leur dépression. C'est-à-dire, ils sont dépressifs, mais ils vont quand même, ils vont réaliser, OK, je ne veux pas montrer vraiment ce qui se passe, je veux faire comme si tout va bien. Donc, ils vont aller à l'école, mais au fond d'eux-mêmes, ils auront leur mal-être. Donc, ça, c'est plus difficile à discerner. Donc, c'est vraiment les amis proches qui pourront vraiment voir qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne colle plus. OK. Donc, je veux juste faire un petit récapitulatif. Donc, on a introduit la santé des jeunes, on a parlé suicide, on a parlé habitudes alimentaires, on a aussi parlé de comportements à risque. Et donc, est-ce que maintenant, tu peux dire à nos téléspectateurs de quoi on va parler la prochaine fois qu'on se verra? Alors, la prochaine fois, on va parler des facteurs qui influencent beaucoup les différences que l'on voit au niveau de la santé des jeunes en France. Donc, on parle de la France, on parle des Outre-mer et voilà, au niveau des différences socio-économiques, voilà, c'est ce qu'on va parler. D'accord, donc c'est un programme très intéressant et je vous dis à la prochaine.